Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique sur 6 projets de règlement. Donc, je signifie la présence des membres du conseil et des membres de l'équipe de direction qui sont ici ce soir avec nous pour faire la consultation publique. Donc, nous sommes mardi le 2 mai 2023, 18h30. Alors, je vais commencer à ma droite. Yacine. Présent. Conseiller principal de l'aménagement du territoire, développement économique. Hugo. Bonsoir. Directeur de l'aménagement du territoire. Bureau de projet et développement économique. Right. Gilles. Bonsoir, présent. Sophie, notre greffière. Bonsoir. David. Bonsoir. Nancy, notre directrice générale. Bonsoir, présent. J'ai Mario. Bonsoir, présent. Sylvain. Bonsoir. André. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. Et Chantal et Nathalie ne pouvaient pas être présentes ce soir. Donc, on va y aller tout de suite. Je vais vous lancer la balle, mon cher Yacine. Et puis, vas-y, là, je compléterai s'il le faut. Donc, la balle est à vous autres, les boys. Bonjour tout le monde, merci d'être présent aujourd'hui pour notre consultation publique. On a 6 projets de règlement desquels on va parler aujourd'hui. Donc, le premier, c'est le projet de règlement 1810-23. Donc, c'est un projet de règlement qui modifie le règlement de zonage afin de modifier les normes de stationnement souterrain ainsi que les normes sur les équipements mécaniques. Donc, ça dit dans le titre, là, on vient vraiment toucher là, toutes les normes, que ce soit de l'implantation par rapport au tréfonds, par rapport aux garages intégrés qui sont reliés à un stationnement souterrain. Puis on vient aussi toucher aux normes par rapport aux distances avec les limites de terrain pour les thermostats. Donc, en gros, là, je mets une petite précision, là, c'est du texte, mais je vais vous faire un résumé. En gros, on s'est rendu compte que nos stationnements souterrains et nos garages intégrés faisaient l'objet d'énormément de dérogations de normes. Puis on le sait, normalement, dans la loi, ce que ça te dit, c'est que du moment que tu as beaucoup de dérogations mineures sur une norme dans ton règlement, ben, actuellement, c'est ton règlement qui doit être regardé, qui doit être amélioré. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On vient améliorer nos normes par rapport au stationnement souterrain, par rapport à ça. Ensuite, pour ce qui est des équipements mécaniques, on sait que les équipements mécaniques sont souvent liés avec des normes du fabricant. Puis, il y a des choses que nous, la ville en tant que telle, on ne contrôle pas, puis on n'a pas la capacité de contrôler. Donc, on est allé un peu voir ce qui se faisait ailleurs. Puis, c'est pour cette raison qu'on arrive avec la norme duquel on permet que les thermopompes soient à 10 cm de limite de terrain. Et par la suite, il y a les normes du fabricant qui s'appliquent, rendu là. Fait que ça fait le tour pour moi. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y a des questions aussi, Yves? Est-ce que non? Correct? Ben, vas-y. Lâche-toi là. Il me fait peur. 10 cm à la limite d'un terrain. C'est vraiment très mince là, pour peinturer une clôture ou réparer une clôture. Oui, c'est un minimum, c'est le maximum qu'on peut s'approcher de la limite, mais ça ne change rien sur notre règlement sur les nuisances par contre. La nuisance sonore, qu'il soit à 1 mètre ou à 10, qui va être la même, on va appliquer la même norme. Donc, installé à 10, oui, ça peut être proche. D'un autre côté, le citoyen a la même restriction quant à la possibilité de nuisance sonore. Ça, on n'a pas touché à ça. Donc, c'est tout simplement la proximité qu'on permet lorsqu'on se rend compte que de toute façon, c'est toujours en latéral, puis les terrains ne grandissent pas, mais ils rapetissent, mais c'est toujours nécessaire. Mais les normes de construction demeurent les mêmes. Toujours. Les distances de la ligne demeurent les mêmes. Oui, au niveau du bâtiment principal, oui, on ne joue pas avec les marges du bâtiment, mais les équipements, eux, sont toujours d'actualité, sont toujours nécessaires, puis les terrains ne grossissent pas, mais rapetissent. On a un enjeu. C'est un bon point, Mario. Merci, Hugo aussi. Merci de l'explication. Merci beaucoup. Donc, moi, oui? Non. Non? Oui? C'est vous, c'est moi? C'est toi, c'est moi, c'est nous, ensemble? C'est correct. Non, mais j'ai attends un petit peu, là, ici, là, c'est le 18-10. Moi, j'ai des questions ici, quand même. Mais tu veux quand même y aller? Ben, j'irai après. Tu vas y aller après? Ouais. T'es sûr? Bon, assurément. D'accord. Donc, j'ai des questions de Michel Vachon pour le 1810-23. Donc, allons-y comme ça. Comment se fait-il que le conseil municipal autorise à l'article 1 la construction souterraine communicante avec le bâtiment principal en cours avant et en cours avant secondaire, alors que le tableau de l'article 206 actuel l'interdit? Bon, j'ai eu la réponse de l'équipe. Hugo, je vais me permettre de lire ta réponse. Donc, c'est faux. Dans le projet de règlement numéro 1810-23, nous modifions justement le tableau de l'article 206 afin de le permettre dans toutes les cours en respectant la nouvelle marge de 1 mètre de l'article 268. Autre chose à rajouter, Hugo? Non, c'est correct? Exactement ça. Parfait, super.
Donc, il y a quand même quelques questions sur ce projet de règlement. Là. Donc, la question numéro 2. Les arbres requis en marge avant vont être plantés à quel endroit? Donc, la réponse, les fosses de plantation existent. Il s'agit d'une possibilité pour les constructeurs. Donc, faut, en fait, dans ce que je comprends, Hugo, c'est dans leur aménagement, il faut qu'ils pensent à faire ça. Là. En fait, c'est ça. Oui, la question. En fait, le tréfonds, là, ce qu'on dit, c'est que la construction souterraine peut s'avancer en marge avant. C'est vrai qu'on ne peut pas planter n'importe quel type d'arbre, par exemple, sur un sol avec une construction souterraine. Tout ça est vrai. Par contre, il existe des fosses de plantation qui sont possibles de faire. C'est un peu plus coûteux, mais ça existe. C'est possible de la faire. C'est une fosse qui est en béton qui peut recevoir tout simplement les plantations. Que les promoteurs font aussi. Que les promoteurs peuvent faire. On a des projets qui l'ont fait. Donc, ça se fait. C'est tout à fait possible de le faire, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Les stationnements souterrains occupent maintenant. Et qui sera proposé par nos services aussi lorsqu'on a... Ah, tout à fait. C'est le genre de choses qu'on travaille avec les architectes. Donc, question 3. Comment se fait-il que le conseil municipal autorise à l'article 3 la construction souterraine sur un lot entier, sauf à 1 mètre minimum de toutes les lignes de terrain, alors que l'article 268 actuel limite l'empiètement maximal d'une construction souterraine non apparente dans une cour à 2 mètres dans la dite cour? Donc, c'est faux. Dans le projet de règlement numéro 1810-23, l'article 268 est modifié par l'article 3 du projet de règlement afin de réduire la marge de 2 mètres à 1 mètre. Et j'ai 2 autres questions. Question 4. Comment se fait-il que le conseil municipal autorise à l'article 5 l'installation d'équipements mécaniques à 0,1 mètre des lignes de terrain, alors que l'article 297 actuel stipule au moins 1,0 mètre des lignes de terrain? Même chose que les questions précédentes. Le projet de règlement 1810-23 permettra une marge réduite pour ce type d'équipement. Et question numéro 5, qui va régler les problèmes de nuisances sonores? En fait, ça n'enlève pas notre réglementation sur les nuisances sonores. C'est toujours la police qui va faire l'application de ce règlement-là, comme actuellement. Donc là, ça ne change absolument rien à ce niveau-là non plus. Donc, c'est les 5 questions concernant le projet 1810-23 que j'ai eu par écrit. Donc, Maître Laflamme, c'est à votre tour. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 1, 2, 3, 4 et 5. Et pour tous les règlements dont je vais mentionner qu'il y a des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, la procédure que je vais vous mentionner ici va s'appliquer. Il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier certains objets des règlements de zonage ou de lotissement. Le recours est réalisable en transmettant au greffier de la Ville une demande à cet effet signée par les personnes intéressées. À la suite de la présente consultation publique, le Conseil va adopter un second projet de règlement incluant s'il y a eu des changements. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville, indiquant entre autres choses l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande et l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis annonçant la possibilité de faire une demande. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes, est habile à signer une demande, soit être domicilié ou propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires seront énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées de la zone n'excède pas 21. La demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition à l'approbation des personnes habiles à voter et la demande doit porter la signature des personnes intéressées. C'est tout? C'est tout. Merci beaucoup. On peut commencer. Tout à l'heure. Une couple de mots. Alors, Yacine, on va y aller avec le projet de règlement 1811-23. Là, on va présenter le projet de règlement 1811-23, modifiant le règlement de zonage 1528-17 afin de créer la zone H307 à même une partie de la zone H306. Je vais vous situer après avec un plan où est-ce que se situent les zones. En gros, c'est simple, on vient créer une zone avec une nouvelle grille des spécifications, avec des usages et des étages. Donc là, je vous montre un peu la zone actuelle, qui est la H306. On voit ici, ça c'est Saint-Pierre, juste ici. Ici, c'est la chapelle.
Vous avez Lanto, Bélanger, La Rivière. Donc, ça prend vraiment tout ce secteur-là. On sait, là, c'est un secteur aussi qui est moins dense, plus vers le sud, je vous dirais. Vers le nord, ça commence à se densifier un peu plus. Donc, ça vous donne un peu un aval par rapport à la modification réglementaire qu'on va venir faire, puis avec la nouvelle zone qu'on va créer. Mais en gros, c'est ça le secteur qui est visé. Donc là, on voit un peu la modification qu'on vient faire. Ça, c'est la zone H306 actuellement, de quoi elle a l'air. On vient créer une zone en regroupant les terrains de grosse superficie ou ayant déjà des développements actuels en multi, donc du 4 logements et plus. Si je viens vous mettre la délimitation, là, fait que là, au nord par la rue de la Chapelle et l'arrière-l'eau ici, ici à l'est avec la rue d'Anto. Au sud, là, on parle des limites du lot de 177897 et à l'ouest, ben là, on parle plus des plusieurs limites de l'eau qui donnent vers les arrière-lots qui donnent sur la rue Saint-Pierre. Donc là, on voit la nouvelle grille. En fait, le changement majeur, c'est qu'on vient permettre du 3 à 8 logements sur du 3 étages maximum dans ces terrains-là. Pour la simple bonne raison, c'est des terrains de bonne grosseur, première des choses. Et deuxième des choses, c'est un secteur qui commence déjà à beaucoup se développer. Il y a déjà un multi dans ce secteur-là qui est un peu plus vieux, qui est des années à peu près 70-80. Il y a d'autres terrains qui sont dans le coin, qui sont plus gros, qui sont voués au développement. Et aussi, c'est pour permettre une certaine continuité avec les développements qui se font vers la rue Saint-Pierre pour descendre et avoir une certaine gradation pour une meilleure intégration dans un secteur qui est résidentiel et familial. Est-ce que vous avez des questions? C'est beau. J'ai pas de questions par écrit non plus. Donc, good job, Yassine. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 1 et 2. Parfait. On va pouvoir passer à l'autre projet de loi, le projet de règlement, le 1812-23. Projet de loi, je me passe au gouvernement du Québec. Dans un cours laps de temps. C'est ça. Excuse-moi. Oui? Avez-vous besoin d'aide? On passe au projet de règlement 1812-23 modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1534-17 afin d'inclure des critères pour l'hébergement touristique dans une résidence principale. Juste pour vous mettre en contexte, on fait cette modification aujourd'hui parce que c'est une obligation de la loi. Donc, il y a eu une loi qui est la loi 69 qui rentre en vigueur, qui a modifié la loi sur l'hébergement touristique, qui vient obliger les municipalités à se doter d'un outil réglementaire pour gérer l'hébergement touristique en résidence principale. Donc, la loi donnait le choix aux municipalités d'aller soit avec le zonage, soit avec le PPC-MOI, ou soit avec l'usage conditionnel. La proposition qui a été faite au Conseil, c'est l'usage conditionnel. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Fait que dans le fond, c'est simple, on vient mettre une section pour l'hébergement touristique et on vous propose de le permettre seulement sur la route 132, la voie de la desserte de la route 132 et la rue du Portage, et seulement pour les bâtiments ou les résidences ayant 9 logements et plus. Donc là, je vous ai fait un petit coloriage un peu rapide, mais vous voyez un peu l'impact du projet de règlement. Donc c'est vraiment dans ce secteur-là qu'on pourrait avoir possiblement de l'hébergement touristique en résidence principale. Juste pour préciser, là, la résidence principale, là, ça veut dire que c'est ta résidence et tu y habites plus de la moitié de l'année. Donc ça ne peut pas être un business. C'est vraiment, c'est ta résidence principale, puis admettons, tu décides de partir 2 mois, 3 mois dans le sud, il y en a qui peuvent se le faire là. À ce moment-là, tu pourrais la louer, mais il faut vraiment que ça soit plus que la moitié de l'année, ta résidence principale. En gros, c'est pas mal ça. Comme j'ai dit au début, c'est une obligation de la loi. On doit aller vers ça. Je vous fais un petit survol rapide. Là, on a vraiment des critères, puis on est vraiment allé chercher des critères qui font en sorte qu'on ne nuit pas au voisinage, qu'on essaie d'aller chercher un secteur où est-ce qu'il y en a quand même, puis on essaie d'aller chercher un secteur où est-ce qu'il y a de la densité. Donc, même en termes de bruit, en termes de va-et-vient, il n'y a pas une grande incidence. Donc, il y a quand même 6 critères dans lesquels on va être assez alerte là-dessus.
Donc, on se rappelle, l'usage conditionnel, c'est théoriquement quelqu'un qui veut avoir la possibilité de louer sa résidence, mais il doit faire une demande. Exact. Donc, chaque demande va être analysée. C'est pas un automatisme, c'est pas un certificat émis à chaque fois. Donc, chaque demande sera analysée par le conseil. Excellent. Selon les critères que vous avez à l'écran, entre autres. Je vous en montre un là, pour, par exemple, le point 4, là, on dit l'usage ne constitue pas une source de bruit susceptible de troubler la quiétude, le repos ou la paix du secteur et des voisins. Donc, c'est sûr, on s'assure que, oui, on comprend qu'il y a du va-et-vient, mais on veut s'assurer que le va-et-vient va être contrôlé puis dans un climat où est-ce qu'il n'y aura pas de bruit, il n'y aura pas d'achalandage, etc., etc. Donc, on est venu vraiment encadrer tout ça avec ça. Puis comme Hugo a dit, chaque demande va passer par le conseil. Chaque demande. Il n'y a aucune demande qui ne va pas passer par le conseil. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet? Non, pas de questions. J'en ai pas non plus par écrit. Donc, Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 1 et 2. donc, on va aller tout de suite au projet de règlement 1814-23. Donc, projet de règlement 1814-23, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17, afin de modifier les normes relatives à la terminologie, aux cours anglaises et au garage en zone agricole. C'est-à-dire, on est vraiment touché à la terminologie. Non, c'est moi qui Donc, première des choses, par rapport aux cours anglaises, normalement, quand on a une profondeur pour une cour anglaise, pour une galerie ou peu importe, qui dépasse 60 cm, selon la loi, on est obligé d'avoir un garde-corps. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a un souci esthétique aussi du fait qu'on vient proposer aujourd'hui cette modification-là, où est-ce qu'on monte les profondeurs des cours anglaises à 59 cm afin d'avoir une meilleure fenestration plus dégagée et de garder la qualité de vie qu'on pourrait avoir, par exemple, dans un rez-de-chaussée. Ensuite, on vient toucher à la terminologie par rapport aux étages. Parce que, bon, on sait, il y a le Code national du bâtiment, nous, on a notre règlement de construction. Donc, la ville, elle a sa liberté de pouvoir gérer ses constructions dans une logique, bien sûr, qui doit toujours rester présente. On vient adopter une définition de ce qui est un premier étage, rez-de-chaussée, avec une hauteur de plancher qui est à 2,5 mètres. Ce qui va faire en sorte que, si on a une construction avec une cour anglaise, ben, il n'y aura pas de non-conformité. Donc, on va avoir une belle fenestration de 4 pieds, puis on va être capable d'avoir quand même un milieu de vie là, assez attrayant. Ensuite, ben, pour les garages résidentiels, on avait déjà adopté un règlement qui touchait les garages résidentiels en zone agricole, qui les permettait plus gros. Par contre, il y avait des petites normes qui étaient un peu plus difficiles à appliquer, où est-ce qu'on avait des minimums et des maximums. Donc, on est venu modifier ça, on est venu mettre seulement les maximums en tant que tels, pour mieux gérer ça, puis pour permettre aussi à nos collègues, que ce soit au comptoir ou à l'émission du permis, de pouvoir analyser au mieux ces demandes-là. C'est sûr que dans un terrain agricole, on sait on a plus d'espace. Donc, logiquement, un petit garage, ça ferait un peu nuire aussi à la jouissance de ces gens-là sur leur terrain. Donc, c'est pas mal ça. Puis, pour les ventes de garages, on est venu les permettre pour tous les usages résidentiels. Avant, on les permettait seulement pour les unifamiliales. Mais, au vu de nombreuses demandes qu'on a reçues, donc, et de nombreuses recherches qu'on a faites dans des villes autour, on s'est rendu compte que la plupart des villes autour le permettent pour tous les usages résidentiels par rapport aux ventes de garages. Est-ce que... Question? Non? Oui, peut-être? Est-ce que vous pouvez mentionner, vous pouvez reproduire le texte qui est à l'écran de celui-ci. On propose une modification afin que la profondeur soit de maximum 59 cm par rapport au niveau du sol. C'est pas plutôt hauteur au lieu de profondeur? Non, on va profond dans le sol. Ah, d'accord. C'est vraiment... C'est à l'intérieur du sol. Donc, j'ai deux questions par écrit. Donc, merci beaucoup, Yves. Donc, deux questions de Michel Vachon, donc pour ce règlement-là. La première, comment un conseil municipal peut-il définir à l'article 1 le premier étage
rez-de-chaussée comme étage dont le plancher se trouve à 2,5 mètres, 2,5 mètres, soit 8 pieds ou plus au-dessus du niveau moyen de la rue ou de la couronne de la rue adjacente, alors que l'ensemble des dictionnaires reconnus s'entendent pour définir le rez-de-chaussée comme l'étage se situant au niveau du sol ou au niveau de la rue. Donc, la réponse est assez simple. La Ville de Saint-Constant n'a aucune obligation quant aux définitions du dictionnaire. C'est pour cette raison que les règlements possèdent toujours une rubrique appelée définition, afin de bien comprendre le sens des mots du dit règlement. Donc, des choses à rajouter, Hugo, là-dessus? Non, Non. Correct. Alors, la question numéro 2, c'est est-ce dans le but de permettre la construction d'immeubles en zone à risque d'inondation dotés d'un rez-de-chaussée jusqu'à 8 pieds au-dessus du sol? Bon, en aucun cas, donc c'est complètement faux, car il est interdit de construire dans des zones, dans de telles zones, dans les zones inondables, des zones à risque. Donc, voilà. Donc, ça termine les questions pour ce projet de règlement-là. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 1, 2, 3, 4, 6 et 7. Merci, Sophie. Donc, on va aller tout de suite avec le projet de règlement 1815-23. Donc, le projet de règlement 1815 modifiant le règlement de zonage 1528-17 afin de permettre une hauteur en étage maximale de 15 pour l'usage H4. Donc, il est complètement inclus dans la zone CGS 102. En fait, pour vous situer, là, la zone CGS 102, c'est la zone du Smart Center. Donc, c'est celle qui prend la totalité du Smart Center. Donc, le but de cette modification-là, c'est assez simple. On est venu modifier sur la 132, dans le terrain où il y a actuellement l'ancienne Arena et l'ancienne Motel, pour mettre du 15 étages. Donc, on est venu tout simplement remettre les pendules à l'heure pour l'autre terrain afin d'avoir une certaine égalité, une certaine équité aussi par rapport au développement qu'il pourrait y avoir. Fait que là, vous le voyez, le Smart Center se trouve là. Là? C'est moi qui ai pointé en voulant dire là-bas. Okay. Là-bas? Fait que là, on va c'est d'abord la 132. On voit assez bien, on est quand même capable de distinguer très bien par rapport à la carte. Fait que comme j'ai dit, on vient, parce que juste pour vous rappeler, on avait déjà fait une modification à cette zone-là pour permettre du 12 étages. Et quand on a eu la demande pour le terrain à Arena Motel d'avoir du 15 étages, on s'est dit que pour un souci d'équité avec toute personne qui voudrait faire du développement, permettre un meilleur potentiel de développement dans la ville de Saint-Constant, on est venu monter cette zone-là également à 15 étages. Donc c'est la seule modification qu'on fait à la zone CGS 100. J'ai pas de questions par écrit. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet de règlement? Il peut être là, un peu loin du secteur, mais néanmoins, préoccupe la densité du territoire. Oui. Donc, on est dans l'air ou à la limite. On est dedans parce que la route 132 en est étonnante. Ça fait partie d'un corridor de transport métropolitain, donc c'est une aire en soi. Puis, Ville Sainte-Catherine, est-ce qu'ils ont un projet de. Oui, juste en face. Gare d'autobus? En fait, il va y avoir un stationnement incitatif à cet endroit-là, à un moment donné. Là, il est en train d'être défini au complet, cet ensemble-là, parce qu'on travaille avec le boulevard urbain beaucoup présentement, pour qu'il se réalise. Puis il y a beaucoup de choses qui sont sur la table. Hugo, tu es peut-être plus. Vous avez des rencontres dernièrement au niveau du boulevard urbain? Juste, excusez-moi, le centre de ma question. Oui, vas-y. Je n'irai pas par quatre chemins. Oui. Est-ce que vous visez un projet, je dirais, un peu similaire à ce qu'on Est-ce connaît à Nelson, avec les bâtiments de haute densité, centre commercial, pistes cyclables, tout est intégré. Oui, c'est développement à pied, là. Oui, c'est un milieu de vie, en fait. Pour la zone dont on parle, Oui. la question c'est ça? Exact. Ben, je vais dire oui, même si je n'en connais pas encore les détails, les fins détails de ce projet-là, mais pour avoir rencontré la branche de développement de Smart Center, effectivement, c'est de créer des milieux de vie. Donc, ils sont maintenant rendus à différents endroits au Québec, entre autres Mascouche, Laval, où Smart Center redéveloppe leurs centres commerciaux en y intégrant du résidentiel, créer des milieux de vie. Donc, notre objectif, c'est de faire la même chose ici à Saint-Constant. Et eux, ils sont déjà en train de travailler leur plan pour ça. Là, à savoir les fins détails, je ne peux pas encore le préciser, mais assurément que c'est des milieux de vie qu'on veut créer avec eux dans ces espaces-là. Puis, les déplacements actifs font partie des programmes de développement. Donc, il va falloir les regarder, les trottoirs, les cyclables. On va regarder tout ça avec eux.
Oui, puis pour le transport collectif, il y aura sûrement des modifications avec ce qui était prévu anciennement. Il y avait un stationnement incitatif où ce que Sainte-Catherine développe présentement. Mais là, c'est en train d'être modulé tout ça là, avec... en fait, c'est quoi le mode de transport qui va être employé au niveau du transport collectif? On ne sait pas trop encore, mais c'est un travail qui se fait quand même. Il y a un comité qui est en place, là, puis il y a même une proposition qu'on va faire, nous, au gouvernement du Québec, là, très bientôt, les 3 villes, pour prendre en charge le bureau de projet du gouvernement, pour donner un coup de main, en fait, au ministère des Transports pour accélérer le processus. Fait qu'on est rendu là-dedans pas mal. Une question, et c'est une suggestion en même temps. Oui, vas-y. Bon, je vais mettre mon chapeau de président sur l'histoire de Oui. patrimoine. Il y a la toponymie. Oui. Vous savez, le boulevard urbain n'a pas de nom. Exact. Puis 132, puis Oui. est-ce qu'il y aurait possibilité, c'est une question, donc période de questions. Oui. Enfin, c'est une consultation aussi. Oui, exactement. De vous rencontrer, est-ce qu'on aurait un nom à suggérer? Ben oui, tout à fait. Pour rallier les 3 villes, puis c'est pas un nom propre. OK. Il y a la géographie. Ah oui, OK, parfait. Non, ça me fait plaisir, Yves, vraiment. Oui, tout à fait. On s'en reparle, c'est certain. Ça fait vraiment plaisir. Surtout que le projet avance bien. Là. Fait qu'on est, après tant d'années, on en parle, mais ça avance bien. Là. On est content. Donc, il y a un dernier projet de règlement. La greffière? Ben oui, vas-y, la greffière. Le projet contient une disposition sa troisième personne. La troisième type personne. d'approbation référendaire, soit l'article 1. Sophie est rendue qu'elle parle à la troisième personne. La greffière. Oui, c'est ça. Bon, je ne sais pas comment interpréter ça. C'est pour ça la subvention. Oui, c'est ça. Donc, le 1816-23, Yacine, donc je te laisse la parole pour terminer. Donc, on finit avec le projet de règlement 1816-23 concernant la démolition du meuble immobilier et remplaçant le règlement numéro 1167-04 qui était l'ancien règlement de démolition. Dans le fond, on est dans l'obligation d'adopter un nouveau projet de règlement suite à l'adoption de la loi 69 qui vient nous exiger certaines raisons. Là, je vous en ai mis beaucoup, je vais vous faire un petit résumé là, parce que c'est beaucoup de changements. Je vous dis, c'est énormément de changements, que ce soit dans les procédures, que ce soit dans les manières de faire, que ce soit dans les manières de voir le patrimoine, etc. En gros, c'est assez simple, c'est que entre le moment où est-ce que le projet de loi a été adopté et la loi est entrée en vigueur, il y a eu un genre de, j'appelle ça un régime transitoire un peu, où est-ce que du moment que tu voulais démolir un bâtiment qui date d'avant 1940, tu étais dans l'obligation de notifier le ministère du patrimoine culturel. Donc, à ce moment-là, du moment que tu adoptes un règlement qui est conforme à la loi 69, tu n'es plus obligé de notifier le ministère. Cependant, ce nouveau règlement-là va donner du pouvoir par rapport à la MRC. La MRC va avoir un pouvoir de désaveu, va avoir son propre comité du patrimoine, etc. Nous, de notre côté, ça va être beaucoup plus soutenu. Il va y avoir des consultations publiques, il va y avoir des avis publics, une copie de l'avis public doit être envoyée au ministère pour le notifier encore, mais lui, il faut juste qu'il soit notifié en tant que tel. Les coûts vont être plus gros étant donné que la manière de faire est plus longue, la démarche est plus longue, l'analyse est beaucoup plus soutenue aussi. Et bien sûr, on sait, plus l'analyse est plus soutenue, plus on vient intégrer d'autres paliers gouvernementaux, plus les pénalités sont plus hautes aussi. Et là, on parle de pénalité là, pour une démolition d'un bâtiment patrimonial qui n'a pas reçu d'un certificat d'autorisation. On parle de minimum 10 000, entre 10 000 et 25 000. Donc là, on vient changer un peu la donne. J'ai fait un résumé grosso modo un peu, mais je vous dirais qu'il y a tellement eu de modifications par rapport à cette loi-là. C'est une des raisons pour laquelle on n'a pas tout simplement modifié le règlement qui est actuellement en vigueur, on a tout simplement abrogé et adopté un nouveau règlement. Donc c'est un peu, je vais résumer, je ne sais pas si là je fais quelque chose, Hugo. Ouais, tu vas me le Yves Bellemare, président société d'histoire et de patrimoine de Lignerie, résident de la rue Saint-Roch. Propriétaire de maison ancienne. Oui. Donc, pour le grand public, c'est qu'on prend, si on adopte un règlement pour l'adopter, pas l'adopter, mais pour suivre la loi. Exact. C'est une obligation du gouvernement provincial. Les villes adoptent ce règlement avec ces éléments. Donc, vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix. Ça, c'est clair. OK. On n'a pas le choix. Je peux poser une deuxième question? Ben oui, absolument. Ce sujet,
mais je la pose en public. Non, c'est correct, c'est beau. C'est concernant l'éventuel déménagement de certaines maisons qui ne sont pas sur leur lot d'origine. Oui. Donc, est-ce que je pourrais avoir éventuellement un suivi là-dessus? S'il y a un projet Ouais. X. Ce qu'on a partagé lorsqu'on s'est rencontrés au Conseil local du patrimoine. Est-ce que le fait de déménager un immeuble qui est soumis au règlement, Oui. est-ce que ça demande un permis de démolition ou Oui, je comprends. qui serait relocalisé? Tu sais, il fallait vérifier, hein? On devait vérifier ça. On ne sait pas comment la loi, c'est ce qui a été discuté au Conseil local donc, du patrimoine. Donc, ce soir, je réponds un peu la même chose, c'est qu'on va le valider ce que la loi nous exigeait dans une telle situation. C'est ce qu'on est en train de valider auprès du ministère. Quelques cas à Saint-Constant de bâtiments qui ne sont pas sur leur Oui, exactement, c'est ça. propriété, puis une autre propriété, peut-être je vais parler dans quelques Oui, un cas pourrait se produire. Mais toi, Yves, Évidemment. tu avais un projet, peut-être possiblement avec ta maison, hein, on en avait déjà parlé, Oui, éventuellement. C'est sûr que la pandémie est arrivée dans tout ça, donc ça n'a pas été facile. Hein. je ne veux pas étaler. Non, exact, tout à fait. Troisième point, c'est au sujet de la liste qui est Oui. présentée. Je l'ai consulté rapidement à 2-3 reprises. Il y a au moins 5 bâtiments qui mériteraient Oui, tout à fait. d'être inclus. Il y en a 4 qui ont été omis. Il y en a un, le 410 chemin Saint-Ignace, Oui. dont vous avez adopté un règlement comme spécial. Pour, Vous savez. pour leur mettre dedans, je pense. Oui, que oui. c'est ça. Mais est-ce que, juste un autre règlement, est-ce qu'il On va les ajouter dedans. est rajouté? En fait, on va les On va les ajouter. Vous allez- Oui. Très honnêtement, suite au Conseil local du patrimoine, Oui. et ce soir, on n'a pas eu le temps de Moi, je modifier comprends. la liste, mais oui, on Ça, va je les. vous regarde dessus. Exact, ça faisait partie des recommandations du Conseil local du patrimoine qui va être envoyé au Conseil. Exact. Par la suite, on va le faire. Tout à fait. Si le Conseil va de l'avant. C'est ce que je pense. Vous comprendrez que depuis le temps que j'observe ça, là, à Saint-Constant, on a perdu énormément de bâtiments patrimoniaux, même un dernièrement qui n'était pas sur la liste, mais Ouais, quand même. qui a mérité de l'être. Ouais. Donc, c'est juste d'être attentif au patrimoine bâti, bien que c'est certain que l'état des bâtiments sont variables. Ouais. Hein, bon, mais c'est lié à l'histoire de Saint-Constant, sur une banlieue de Montréal, on n'est pas à l'île d'Orléans. Non, c'est certain. Donc, il faut C'est vraiment certain. tenir compte de notre spécificité de Ouais. banlieue, puis ça fait partie des transformations du milieu, là, Tout à fait, oui. des bâtiments. Tout à Merci fait. pour, Ben, ça fait plaisir. Puis merci d'être venu ce soir, Yves. On apprécie. Donc, est-ce qu'il y a d'autres. Le projet ne Oui. contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Alors, ben, merci beaucoup. Ça termine notre soirée de consultation publique sur les 6 projets de règlement. Donc, merci Yves d'être venu ce soir. Puis, et tous ceux qui écouteront. Donc, merci d'être à l'écoute et puis de vous intéresser aux choses de la ville. Donc, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis, on se revoit très bientôt. Bonne soirée.